Elle m'a dit de ne pas la toucher cette nuit-là, alors j'ai doucement dit au revoir et je suis parti le lendemain matin. Le lit a grincé quand elle a bougé. Pas de passion, d'inconfort. Je l'ai entendu. J'entends tout ces derniers temps. Je faisais semblant de dormir, le dos tourné, les yeux fixés sur la lumière clignotante du détecteur de fumée au-dessus de moi. Elle pensait que j'étais profondément endormi. Elle ne savait pas que j'étais allongé là depuis plus d'une heure, à regarder dans le vide, comptant chaque inspiration comme si cela pouvait arranger quelque chose. Puis est venu le murmure, si doux qu'il a flotté comme un fantôme entre nous. Ne me touche pas ce soir. Elle l'a dit comme un réflexe, comme quelqu'un pourrait dire, je n'ai plus faim, à un dîner qu'il n'a pas apprécié. Ce n'était pas du rejet. Le rejet aurait eu une pointe de chaleur. C'était de l'indifférence. Je n'ai pas bougé, pas tressailli, j'ai juste écouté le silence qu'elle a laissé planer dans la pièce. Et dans ce silence, j'ai commencé à faire mes valises, pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Pliant doucement tout ce que j'avais toléré au cours des 14 derniers mois, les mensonges, les longues douches, les dîners froids, les voyages d'affaires soudains, les rires étouffés devant des textos qu'elle ne partageait jamais. Elle ne m'a pas vu debout devant la salle de bain la semaine dernière quand elle était au téléphone, se mordant la lèvre et chuchotant, pas maintenant. Il est à la maison. Elle ne savait pas que j'avais ouvert le tiroir de sa table de chevet hier et trouvé le reçu, 2 verres de vin rouge, une suite d'hôtels, le nom de son amant griffonné sur la commande du service en chambre. Elle ne savait pas que j'avais tout vu, mais je suis resté. J'ai souri. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai attendu, non pas parce que je suis faible, mais parce que j'avais besoin de l'entendre le dire une seule fois, qu'elle ne voulait plus de moi. Qu'elle préférait se tourner vers le mur plutôt que vers moi. Et ce soir, je l'ai eu. Ne me touche pas ce soir. Elle s'est endormie en quelques minutes, paisible comme toujours. Pendant ce temps, je suis resté allongé à regarder le plafond que j'avais peint il y a 3 ans, pensant à la façon dont elle traçait mon bras quand nous regardions des films ou riait jusqu'à en renifler devant des publicités stupides. Cette femme me manque. Elle est partie depuis un moment. À 6h12, je me suis glissé hors du lit. Silencieux, pas de drame, pas de tempête. Je me suis tenu au-dessus d'elle, je l'ai regardée dormir comme si je n'avais plus rien à perdre, car honnêtement, c'était le cas. Je me suis penché tout près de son oreille. Au revoir, ai-je murmuré. Elle n'a pas bougé. Quand elle s'est réveillée, j'étais parti. Mais la vraie histoire, celle qui ruinera tout ce qu'elle a construit avec cet homme. Elle s'est réveillée en souriant. Je le sais parce que je l'ai vue à travers la caméra de surveillance. Pas celle de la porte d'entrée, celle de la chambre. Celle qu'elle ne savait pas que j'avais installée il y a 2 semaines, parfaitement nichée dans la fausse grille d'aération que j'ai vissée moi-même quand elle était sortie pour une de ses promenades nocturnes. Depuis ma chambre d'hôtel, je l'ai regardée s'étirer paresseusement, se frotter les yeux et se sourire de cette petite manière suffisante qu'elle a quand elle pense que tout se déroule comme prévu. Elle s'est retournée, a attrapé son téléphone et, quelques secondes plus tard, son visage s'est illuminé. Une réponse de lui devait être arrivée. Probablement quelque chose comme « Bonjour, ma belle ». Je me demande s'il sait qu'elle bave en dormant et se coupe les ongles des pieds dans le salon. J'aurais dû avoir le cœur brisé, peut-être être furieux, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement calme, comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau trop longtemps et que je remontais enfin à la surface. J'étais assis dans cette chambre d'hôtel. Rideau bon marché, mini-réfrigérateur bourdonnant, une tache brune sur la moquette sur laquelle je n'ai pas posé de questions. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable parce que je n'en avais pas fini. Loin de là. Vous voyez, je ne suis pas simplement parti. Je ne suis pas sorti en trombe pour pleurer sur le parking comme un cliché de mari blessé. J'ai laissé quelque chose derrière moi. Plusieurs choses. En fait, une piste d'indices et de pièges soigneusement placés. Une toile de miettes de pain qu'elle n'était jamais censée voir avant qu'il ne soit trop tard. Et plus important encore, j'ai aussi emporté des choses avec moi. Le double des clés de son atelier, celui dont elle prétendait avoir besoin pour son travail en freelance. L'atelier, insistait-elle, était strictement professionnel. C'est drôle comme il avait l'air professionnel quand je suis entré la semaine dernière et que j'ai trouvé 2 verres à vin, une chemise déchirée et une écharpe rouge suspendue à une chaise. J'ai pris des photos. J'ai même pris un petit souvenir. Le bouton de manchette, un seul.
Les initiales de son amant y étaient gravées. Un type chic. Dommage qu'il l'ait laissé derrière lui comme un idiot. J'ai aussi vidé la moitié du compte joint, légalement, discrètement, et je l'ai transféré sur un compte d'épargne dont elle avait oublié l'existence, celui que nous avions ouvert pour des projets de vacances il y a 5 ans et que nous n'avions jamais utilisé. Elle n'avait pas pensé à ce compte depuis des années, mais moi si. De retour à l'hôtel, j'ai fini de télécharger les images de la chambre sur un disque privé. Ce n'était pas explicite, mais c'était accablant de la voir ricaner devant ses textos et murmurer « J'ai hâte de te revoir », affalée sur le lit que j'avais payé. Et puis on a frappé. J'ai pensé que c'était le personnel de l'hôtel. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était Silas, mon meilleur ami, ou plutôt mon ancien meilleur ami. Grand, souriant, avec cette même démarche arrogante qu'il a depuis le lycée. Il avait l'air surpris de me voir là, comme si je ne m'étais pas évaporé. « Je pensais que tu serais encore en 1000 morceaux », a-t-il dit en entrant sans demander. Il a toujours été comme ça, entrant dans les pièces comme si elles lui devaient quelque chose. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Il a jeté un coup d'œil à la pièce, puis a dit sans aucune honte, « Elle m'a dit que tu étais parti. Je suis juste venu m'assurer que tu n'allais pas faire de folie. » Une folie. C'était culotté de la part de l'homme qui se faufilait chez moi pendant que je faisais des doubles journées pour payer les factures. Je lui ai tendu une clé USB. Voilà tout. Chaque message, chaque angle de caméra, chaque horodatage. Il avait l'air confus. « Pourquoi tu me donnes ça ?»« Parce que je veux que tu vois exactement ce qu'elle disait de toi quand tu n'étais pas là. » Et sur ce, je lui ai claqué la porte au nez. Qu'ils se retournent l'un contre l'autre. Que le feu parte de l'intérieur. Prochain arrêt, la maison de sa mère. Sa mère a toujours senti la cannelle et le mauvais jugement. Je me tenais sur son perron, une simple enveloppe Kraft à la main, le cœur battant, mais les mains fermes. Elle a ouvert la porte comme elle le faisait toujours, mi-sourire, mi-suspicion, enveloppée dans un gilet beige qui n'avait pas changé depuis le quinquennat de Sarkozy. Elle m'a regardé de haut en bas. « Léo » a-t-elle demandé. « Tu as l'air amaigri. » J'aurais pu rire. La dernière fois qu'elle a dit ça, c'est quand j'avais la grippe et que je crachais du sang. Mais je n'étais pas venu ici pour me remémorer nos chaleureux souvenirs de famille. J'étais venu pour le dernier levier honnête qu'il me restait. « Je peux entrer ?» ai-je demandé doucement. Elle ne m'aimait pas beaucoup. Jamais vraiment. Je n'étais pas assez raffiné. Je ne venais pas de la bonne famille. Je travaillais de mes mains au lieu d'être assis dans un bureau. Ingrid m'a dit un jour que sa mère avait pleuré la nuit où elle a appris que sa fille allait épouser cet homme avec une clé à molette et une camionnette rouillée. Mais aujourd'hui, elle s'est écartée et m'a laissé entrer. Peut-être qu'elle a senti quelque chose. Peut-être qu'elle a senti la fumée que j'apportais avec moi. Je me suis assis dans son salon surchargé où des anges en céramique se disputaient l'espace avec des portraits de famille poussiéreux. Elle a croisé les bras et a dit, « Alors, Ingrid dit que tu as complètement déraillé. » J'ai failli sourire. Bien sûr, elle serait la première à déformer la situation. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table basse. Avant de me juger, je veux que vous lisiez ça. Ensuite, vous pourrez décider qui a déraillé. Elle l'a ouverte lentement, comme on ouvrirait une lettre piégée. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des centaines de messages entre Ingrid et Silas. Certains séducteurs, certains dégoûtants, certains carrément cruels. Puis la photo horodatée d'eux deux ensemble devant le motel sur la Nationale 12. Puis les reçus de cartes de crédit. Puis l'enregistrement audio que j'avais capturé de cet appel téléphonique tardif il y a 2 semaines. Celui où Ingrid disait, « C'est un pauvre type pathétique, mais je vais faire traîner ça encore quelques mois et récupérer la moitié de tout. » Celui-là a fait le plus mal. Les lèvres de sa mère se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. Elle a cligné des yeux lentement, a posé les papiers et m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Ou peut-être qu'elle ne reconnaissait plus sa fille. « Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle marmonné. « Alors ne dites rien », ai-je répondu. « Écoutez simplement. » J'ai expliqué la vérité, que je connaissais l'affaire depuis près de 2 mois. Que j'étais resté silencieux pour rassembler des preuves. Que j'avais déjà parlé à un avocat. Et que le plan d'Ingrid de tout prendre ne serait rien de plus qu'une tentative risible devant le juge. Mais ce qui a vraiment fait craquer l'expression de sa mère pour la rendre vulnérable,
c'est la partie qu'elle n'avait pas encore vue, l'échographie. C'est ça. Ingrid est enceinte. J'ai trouvé le test caché derrière les produits de nettoyage dans la buanderie il y a 3 jours. J'ai pris une photo. Quand je lui ai demandé nonchalamment si elle voulait des enfants le lendemain soir, elle a dit, « Tu sais, je ne suis pas prête pour ça. » Il s'avère qu'elle est tout à fait prête, juste pas avec moi. Sa mère s'est penchée en arrière, silencieuse. Elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs. « Tu veux que je lui parle ? » ?»« Non, je veux que vous restiez en dehors de ça, » ai-je dit fermement. Mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre sache, quelqu'un de proche d'elle. Je ne fais pas que m'en aller. Je m'efface de l'histoire. Et je le pensais. Alors que je partais, elle ne m'a pas suivi jusqu'à la porte. Elle est restée assise là, tenant la photo de l'échographie que j'avais glissée en dernier. Pas de mots, juste le silence. Ingrid ne m'avait toujours pas envoyé de message. Pas d'appel, pas de « Où es-tu » ? Rien. Ce qui signifiait qu'elle avait encore l'illusion d'être en contrôle. Bien. Laissez-la croire ça, parce que demain, c'était le banquet de charité, celui organisé par son entreprise. Celui où toutes les personnes importantes seraient présentes. Celui où j'étais censé me tenir à ses côtés dans un beau costume et prétendre que je ne savais pas qu'elle me détruisait dans mon dos. Oh, j'y serais, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Le banquet avait lieu dans l'un de ces immeubles prétentieux en verre du centre-ville, le genre avec voiturier, des orchidées blanches sur chaque table et un trio de jazz jouant des reprises de chansons que personne ne connaît vraiment. C'était une collecte de fonds organisée par le cabinet d'Ingrid, destinée à impressionner les donateurs et à afficher leur image sociale. Elle a toujours aimé ces soirées. Les projecteurs, les robes flatteuses, l'excuse pour prétendre que notre mariage était impeccable pendant 2 heures. Mais cette fois, les fissures n'étaient pas seulement sous la surface. Elles étaient sur le point de traverser le centre de la soirée. Je suis entré vêtu du même costume gris anthracite qu'elle m'avait acheté l'année dernière. Ajusté, propre, comme si j'étais à ma place. Personne ne m'a remarqué au début. Il ne le faisait jamais vraiment. C'est l'un des avantages d'être le mari d'une femme comme Ingrid. On attend de vous que vous souriez, hochiez la tête et disparaissiez. Et j'étais heureux de jouer ce rôle une dernière fois. Elle ne m'a pas vu. Je suis resté près de la zone traiteur, la regardant se mêler aux invités et travailler la salle comme si elle en était la propriétaire. Ses cheveux étaient bouclés, sa robe était émeraude, et son rire, faux et théâtral, rebondissait sur les lustres. Elle a posé sa main sur l'épaule de Silas une fois. Je l'ai vu. Le photographe aussi. Je m'en suis assuré. Et puis, juste avant le dîner, le directeur de l'événement est monté sur scène pour remercier tout le monde. Il a annoncé les donateurs, présenté les membres du conseil d'administration et a terminé par « Et maintenant, un mot de quelqu'un de très spécial pour l'une de nos plus brillantes étoiles, Ingrid Meunier. » Son mari a préparé un court message. Léo. Toutes les têtes se sont tournées. Ingrid s'est figée. Elle ne s'attendait pas à ce que je vienne. Elle avait dit aux gens que j'étais en voyage d'affaires. Même Silas avait l'air stupéfait, mais pas pour longtemps. Il a commencé à s'agiter sur son siège, clairement mal à l'aise. J'aurais pu les lire tous les deux depuis l'espace. Je me suis avancé, j'ai ajusté le micro et j'ai calmement regardé la mer de gens bien habillés. Mes paumes n'étaient pas moites. Ma voix ne tremblait pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en contrôle. Bonsoir, je suis Léo, ai-je commencé. Vous ne me connaissez probablement pas parce que je suis généralement quelque part sur le côté, à prendre les manteaux, à éviter les caméras, à hocher poliment la tête pendant qu'Ingrid éblouit la salle. Et ça me va. Je ne suis pas du genre à chercher les projecteurs. Quelques rires polis. Mais je sais une chose ou deux sur ce que signifie être dévoué. Ce que signifie se sacrifier pour le confort de quelqu'un d'autre. Et je pensais que le mariage signifiait faire ces choses sans avoir besoin d'applaudissements, sans avoir besoin de reconnaissance. Le sourire d'Ingrid n'était plus qu'un fantôme. Un masque immobile. Elle savait que quelque chose se préparait, mais pas à quel point. Je ne suis pas ici pour parler de ses réalisations ce soir, ai-je poursuivi, la voix stable. Je suis ici pour dire au revoir. Parce que ça, ai-je dit en désignant la salle, ce n'est pas réel. Pas pour moi. Plus maintenant.
des halètements, des murmures. J'ai passé les 2 derniers mois à regarder ma femme donner son temps, son attention, et plus encore à quelqu'un d'autre. Un homme en qui j'avais confiance. Un homme qui est d'ailleurs ici avec nous ce soir. Silas, lève-toi, veux-tu? Silas n'a pas bougé. Personne n'a bougé. Son visage est devenu gris. Je n'entrerai pas dans les détails. Ce n'est pas le but. Mais je dirai ceci. Si l'un d'entre vous pense que l'image compte plus que l'intégrité, vous allez adorer la tournure que tout cela va prendre. Il y a des gens ici qui découvriront ce soir que leurs dons ont aidé à financer une suite d'hôtels très privés et une trahison très publique. Vérifiez vos emails. Je vous ai déjà envoyé les reçus. Silence de mort. Et puis je suis parti. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin, car avant même d'atteindre l'ascenseur, j'entendais le bruit commencer. Des chuchotements, des téléphones qui vibraient, quelqu'un qui criait le nom d'Ingrid à travers la salle de bal. Quand je suis sorti dans l'air froid, j'ai respiré pour la première fois depuis des semaines. Pas une respiration superficielle, pas amère, juste pleine. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel et j'ai éteint mon téléphone. Ingrid a appelé 23 fois, laissé des messages vocaux, des textos, a même demandé à l'un de ses collègues de me contacter. J'ai tout ignoré. Laissez-la se démener. Laissez-la tout expliquer, pas à moi, mais aux personnes qui comptaient pour sa réputation. Elle a toujours été plus fidèle aux apparences qu'à moi de toute façon. Mais il restait une chose qu'elle ne savait pas. Quelque chose qui ferait passer toute cette soirée pour un simple lever de rideau. Et je gardais ça pour demain. Au lever du soleil le lendemain matin, le monde d'Ingrid était déjà en feu. Mon téléphone, que j'ai finalement rallumé vers 7h45, s'est illuminé d'un barrage d'appels manqués, de textos et d'un message vocal particulièrement hilarant de Silas qui commençait par « T'es un enfoiré de » et se terminait par lui me suppliant de ne pas envoyer les images à sa femme. Oui, sa femme. Parce que Silas, le briseur de ménage charmant, confiant et en costume, avait oublié de mentionner qu'il était toujours marié. Ce petit détail m'aurait échappé si je ne l'avais pas recherché. Si je n'avais pas conduit jusqu'à ce petit quartier tranquille de Val-Fleury et ne l'avais pas vu sortir d'une maison avec 2 bambins jouant sur la pelouse. J'avais des noms, des visages, des adresses. Je ne prévoyais pas de vengeance quand j'ai commencé à rassembler tout ça. Honnêtement, je voulais juste la vérité. Mais une fois que je l'ai eue, et qu'ils ont continué à mentir, eh bien, j'ai cessé de les voir comme des personnes. Je les ai vus comme des problèmes à résoudre. Quoi qu'il en soit, Internet a fait ce qu'il fait de mieux. Le banquet s'est terminé par un scandale. Les gens ont posté des photos. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre sur les forums des réseaux sociaux, les canaux Slack d'entreprise. Quelqu'un du bureau d'Ingrid a fait fuiter l'email au donateur que j'avais envoyé, celui avec les captures d'écran des factures d'hôtel, les reçus de restaurant, même un selfie que Silas lui avait envoyé en peignoir avec la légende « Ça sent encore toi ». Je n'ai même pas eu à y toucher après ça. L'embarras s'est propagé de lui-même, mais le vrai coup n'avait pas encore été porté. Ce matin-là, pendant qu'Ingrid était assise à la maison avec des joues tachées de mascara et une équipe de communication qui se démenait pour limiter les dégâts, j'ai rencontré quelqu'un dont elle avait probablement oublié l'existence, son ex-mari, Marc. Je l'avais contacté 2 semaines plus tôt après avoir trouvé une vieille enveloppe dans notre grenier marquée « Ne pas ouvrir, papier finaux ». La curiosité l'a emporté. Il s'est avéré qu'Ingrid avait été mariée avant, très brièvement, et ne me l'avait jamais dit. Ce qui était fou, ce n'était pas qu'elle ait été mariée, c'était la raison de la rupture. Infidélité, manipulation émotionnelle, tromperie financière. Ça vous dit quelque chose? Marc et moi nous sommes rencontrés dans un café juste à la sortie de l'autoroute. Le genre avec des banquettes collantes et un café horrible. Il avait l'air épuisé, comme un gars qui a trop essayé de réparer quelque chose de déjà cassé. J'ai vu trop de moi-même en lui, et ça m'a énervé plus que prévu. Je ne sais pas pourquoi tu m'as contacté, a-t-il dit après que j'ai tout exposé. Parce que je pensais que j'étais fou, ai-je dit. Je pensais que je perdais la tête. Et puis j'ai trouvé ces mensonges dans un tiroir et tu étais là, au fond. Il a hoché la tête. Puis, après une longue pause, il m'a tendu un dossier. Pas de questions, juste un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques,
d'anciennes déclarations au tribunal et un carnet rempli de notes manuscrites. Ces notes sur ses schémas, le gaslighting, les mêmes phrases qu'elle lui avait dites mot pour mot que j'avais écrites dans mon propre journal des mois plus tôt. Je n'en avais pas besoin pour le tribunal. Je n'en avais pas besoin pour gagner quoi que ce soit. J'avais juste besoin de voir que je n'étais pas le seul à avoir été brisé par elle, que je n'étais pas faible, que ce n'était pas de ma faute. Nous nous sommes serrés la main et je suis parti. Je suis rentré plus tard dans la soirée, pas à notre maison, bien sûr. Je n'avais pas mis les pieds dans cet endroit depuis que j'avais laissé l'Alliance sur le rebord de la fenêtre. Je suis retourné à l'ancien chalet de mes parents, un endroit boisé et calme que je n'avais pas visité depuis des années. J'y ai passé la nuit seul. Pas de réseau, pas d'internet, juste des arbres, le vent et le son de mes propres pensées. Et c'est là que ça m'a frappé. Je n'étais plus triste. Pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce qu'elle avait jeté. Mais Ingrid n'avait pas fini d'essayer. Vers minuit, des phares ont éclairé le chemin de gravier. J'ai entendu le moteur s'arrêter. Puis une portière de voiture. Puis sa voix, faible mais désespérée. « Léo, s'il te plaît, laisse-moi juste te parler. » Je n'ai pas bougé. Elle a frappé. Elle a appelé mon nom. Elle a même pleuré. La femme qui avait un jour murmuré « Ne me touche pas », se tenait maintenant dehors dans le froid, mendiant une once de connexion. Je n'ai pas ouvert la porte, mais j'ai enregistré chaque seconde. Elle est restée devant le chalet pendant près de 40 minutes. Au début, c'était des cris, puis des supplications, puis le silence. Juste son ombre sur la vitre givrée et le léger crissement du gravier sous ses talons alors qu'elle se balançait d'un pied sur l'autre dans le froid. J'ai tout regardé de l'autre côté du rideau. Je l'ai enregistré aussi, audio et vidéo. Pas par vengeance, pas pour faire un spectacle, mais parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Que tout ce qu'elle disait là-dehors, elle ne me le disait pas à moi, elle le disait pour lui. Ingrid avait ce talent. Elle pouvait adapter ses larmes à n'importe quelle scène. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la panique enveloppée dans sa performance. Parce qu'elle n'avait plus le contrôle du récit. Son monde ne se fissurait pas seulement, il était en hémorragie. Quand j'ai finalement visionné l'enregistrement plus tard dans la nuit, il y a eu un moment vers la 32e minute où sa voix s'est brisée et elle a dit « Léo, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu as toujours été celui qui me faisait me sentir en sécurité. » C'était juste une stupide erreur. Silas ne signifiait rien. C'est ce que j'attendais. Parce que 2 jours plus tôt, j'avais reçu un email anonyme avec une pièce jointe intitulée « Juste au cas où tu penses encore qu'elle t'aime ». À l'intérieur se trouvait une vidéo. Floue, mal éclairée, mais sans équivoque. Ingrid dans la voiture de Silas. Le tableau de bord correspondait au sien. L'horodatage le confirmait. Elle riait. Ivre peut-être, ou pire. Et elle a dit, je cite, « Il est si facile à manipuler. Tu n'as aucune idée. » Léo pleure si j'ai l'air déçu. Je pourrais le tromper dans le salon et il s'excuserait de ne pas être plus excitant. Elle a ri pendant 10 secondes après ça. Il a ri aussi. Je n'avais pas dormi depuis que je l'avais vu. Donc, après qu'elle a quitté le chalet, j'ai attendu le matin. Je me suis connecté à l'antenne relais la plus proche depuis la lisière de la forêt, je me suis assis dans ma camionnette et j'ai mis en ligne la vidéo qu'elle n'aurait jamais cru voir la lumière du jour. Elle, pleurant à ma porte, murmurant des excuses, prétendant que Silas ne signifiait rien. Juxtaposé avec elle dans sa voiture, se vantant du peu que je comptais. Je ne l'ai pas envoyé au public. Je l'ai envoyé à 23 personnes, ses collègues, son patron, sa sœur, la femme de Silas, son coach personnel qu'elle appelait autrefois son « ange gardien de la responsabilité », et oui, son groupe de l'église, celui qu'elle dirigeait en lisant des versets sur l'humilité et la confiance. Je n'ai écrit aucune légende, juste, une nuit, 2 visages. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé en ville. J'ai passé la journée en silence. J'ai pris le petit déjeuner dans un café où personne ne connaissait mon nom. J'ai fait une promenade près du port de Plaisance où Ingrid m'avait dit un jour qu'elle voulait prendre sa retraite. Je me suis assis sur un banc et j'ai laissé le vent d'hiver me gifler le visage. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas eu envie de m'excuser pour quoi que ce soit. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. Pas d'appel en colère,
mais le silence. Des notifications de chaque email que j'avais envoyé, lu, ouvert, transféré. Des captures d'écran ont commencé à circuler. Son patron a été le premier à répondre. Un seul message. Considérez votre message comme reçu. Je vous souhaite la paix. Puis est venue la femme de Silas. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. 20 minutes après que j'ai vu qu'elle avait ouvert le message, ses réseaux sociaux ont changé. Toutes les photos avec lui ont été supprimées. Son statut relationnel, célibataire. Mais celle qui m'a secoué, c'est la sœur d'Ingrid. C'était la seule de sa famille qui m'ait jamais apprécié. Elle a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté une fois en entier, puis je l'ai supprimé, mais je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Léo, j'ai toujours su qu'elle était imprudente, mais je ne savais pas qu'elle était cruelle. Je suis désolé pour tout. Pour la façon dont nous t'avons traité, pour ce qu'elle a fait. Tu ne méritais pas ça. Je n'ai pas pleuré. Pas par fierté. Je n'avais juste plus de larmes. Elle s'était tarie quelque part entre son murmure, ne me touche pas, et mon murmure, au revoir. Les retombées ne se sont pas arrêtées là. Ingrid a appelé plus de 40 fois cette nuit-là. Je l'ai bloquée. Elle s'est présentée chez mon frère. Il lui a dit que si elle ne partait pas, il appellerait la police. Elle m'a écrit un email intitulé « Tu as gagné ». Je ne l'ai jamais ouvert, parce que je n'avais rien gagné. Ce n'était pas une victoire. C'était moi rampant hors des décombres de quelque chose que j'avais construit de mes mains tremblantes et la regardant y mettre le feu avec un sourire. Mais il y a une dernière chose qu'elle ne sait pas. Quelque chose qu'elle a supposé que j'étais trop passif pour faire. Ingrid a toujours sous-estimé le papier. Dans un monde plein de tweets et de textos, elle pensait que tout ce qui était important venait d'un écran. Mais tout ce qui est numérique n'a pas de poids. Pas comme une lettre. Pas comme une enveloppe scellée dans la main de quelqu'un. Pas de lien sur lequel cliquer pour s'en éloigner. Pas de balayage pour l'ignorer. Juste de l'encre sur du papier. Tangible. Permanent. C'est pourquoi je les ai postées. 3 douzaines de lettres. Chacune manuscrite. Chacune personnelle. Une pour chaque personne qui avait une place au premier rang de notre vie. Une pour tous ceux qui m'ont dit un jour à quel point j'avais de la chance de la voir. À quel point elle était radieuse dans une robe. À quel point nous semblions parfaits ensemble. Je n'ai pas envoyé 2 fois la même chose. Ce n'était pas des diatribes. Ce n'était pas mesquin. C'était calme, factuel, délibéré, comme tout ce que j'avais fait depuis que j'étais parti. Dans chaque lettre, j'ai écrit une histoire honnête. La fois où elle m'a dit qu'elle travaillait tard, mais qu'elle était en fait hors de la ville avec Silas. Le matin où j'ai trouvé une note dans son sac d'un collègue la remerciant pour une autre nuit inoubliable. La nuit où elle est rentrée chez elle, le visage rouge et essoufflé, mettant ça sur le compte d'une séance de sport alors que je la regardais enlever un collier que je ne lui avais jamais offert. J'ai aussi écrit sur les petites humiliations. Comment elle me corrigeait devant des amis. Comment elle levait les yeux au ciel quand je parlais de quelque chose qui ne l'intéressait pas. Comment je lui ai dit un jour que j'avais peur d'être déprimé et qu'elle a répondu, peut-être ne sois pas si dramatique. J'ai inclus des copies de ce que je pouvais. Relevé bancaire, preuve photo, capture d'écran. Mais plus que ça, j'ai inclus ce que j'ai ressenti. Pas seulement ce qui s'est passé, mais l'érosion lente de la dignité, la façon dont j'avais été transformé en quelque chose de plus silencieux, de plus petit, de plus invisible. Et j'ai signé chacune d'elles avec la même phrase. Ce n'est pas une vengeance. C'est une réappropriation. J'en ai envoyé une à son patron. Une au directeur de l'organisation à but non lucratif pour laquelle elle faisait du bénévolat. Une à son mentor universitaire. Une au voisin dont le fils adolescent nous avait un jour entendu nous disputer et m'avait regardé comme si j'étais le problème. Et oui, une au couple qui avait organisé notre fête de fiançailles et m'avait dit, les yeux humides, que nous allions y arriver. Je ne l'ai pas fait pour la punir. Je l'ai fait pour enlever le masque qu'elle travaillait si dur à porter. Parce que qu'y a-t-il de pire que d'être quitté? Être invisible. Et j'avais été invisible pendant des années. Pendant qu'elle s'épanouissait, pendant qu'elle souriait, pendant qu'elle mentait à belles dents et était applaudie pour ça. Les conséquences ont été immédiates. 2 jours plus tard,
l'agence de relations publiques d'Ingrid l'a laissé tomber en tant que cliente. Un email d'une phrase. Ce partenariat ne correspond plus à nos valeurs. Son siège au conseil d'administration de l'association artistique, disparu. Son invitation à la retraite des femmes cadres, révoquée. Silas. Selon un très long message vocal d'un de ses amis, il avait déménagé de la maison qu'il partageait avec sa femme et se débrouillait maintenant depuis une chambre d'hôtel à Lyon. J'ai presque eu pitié. Presque. Mais ce qui a vraiment tout scellé n'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose qu'Ingrid a fait par accident. Elle a posté sur les réseaux sociaux une photo d'elle dans un café avec la légende « Prendre de l'espace. Prendre du temps ». On pouvait voir que ses yeux étaient gonflés. Mais dans le reflet de la vitrine du café, clair comme le jour, se trouvait Silas assis 2 tables derrière elle. La section des commentaires s'est transformée en zone de guerre. Les gens ont zoomé. Les gens ont disséqué. Les gens se sont souvenus de tout ce que j'avais partagé. Elle a supprimé le message en quelques heures. Puis tout son compte, mais le mal était fait. Je n'ai même pas eu à y toucher. J'étais déjà parti. J'avais quitté le chalet, loué un petit appartement près de la côte et commencé à travailler dans un atelier de réparation de bateaux appartenant à un ami de mon père. Je me levais au lever du soleil, je buvais du café noir, je réparais ce qui était cassé, des choses qui voulaient être réparées. Et pour une fois, personne ne m'a traité de dramatique. Puis un matin, j'ai reçu une lettre. C'était d'Ingrid. L'enveloppe était épaisse, lourde. À l'intérieur se trouvait une lettre et une photo. La lettre faisait 6 pages. La photo, c'était de nous il y a des années, à l'époque où je portais l'espoir comme une seconde peau. La dernière ligne de sa lettre disait « Tu ne me croiras plus jamais, mais je veux que tu saches que je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai juste cessé de te mériter. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu. J'ai allumé la lettre, j'ai regardé la flamme la consumeur, et enfin, je me suis senti libre. Mais il y a une dernière partie à cette histoire. Quelque chose que je n'ai pas encore partagé, et ce n'est pas à propos d'Ingrid. C'est à propos de la seule personne que je pensais avoir perdue dans tout ça. Et le message que j'ai reçu qui a tout changé. 3 semaines se sont écoulées depuis que j'ai lu cette dernière lettre d'Ingrid. Je n'ai jamais dit à personne ce qu'elle contenait. Pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que ça n'avait plus d'importance. J'avais déjà abandonné la version d'elle qui vivait autrefois dans mon esprit. Et cette version était morte bien avant qu'elle ne murmure « Ne me touche pas ce soir ». La maison que nous partagions était sur le marché. Elle a d'abord essayé de retarder la vente. A dit qu'elle avait besoin d'une clôture émotionnelle, mais avec tout ce qui s'effondrait autour d'elle, elle a finalement cédé. J'ai signé les papiers depuis mon nouvel appartement sur la côte. Une petite location tranquille au-dessus d'une quincaillerie avec l'air salin, des planchers qui craquent et exactement 0 fantôme. Je m'occupais avec un travail honnête, des réparations de bateaux, l'entretien des moteurs, des choses qui criaient « Répare-moi », mais ne criaient pas en retour. Les gars de la marina ne se souciaient pas de mon passé. Personne ne connaissait mon nom, et personne ne demandait pourquoi je me parlais à voix basse quand un boulon se coinçait. J'aimais ça comme ça. Mais un après-midi, quelque chose s'est passé. J'étais jusqu'aux genoux dans l'eau de cale en train d'essayer de dévisser une pince rouillée quand j'ai entendu quelqu'un crier « Hé, Léo !» Je me suis retourné en m'essuyant les mains sur ma chemise. C'était Romy. Romy était barmaid au pub où Ingrid et moi allions avant que tout ne s'assombrisse. Nous n'étions pas proches, juste le genre de familiarité qui vient de quelqu'un qui se souvient de votre commande et ne vous juge pas pour siroter 3 bières blondes en silence. Je ne l'avais pas vue depuis que tout avait explosé. Elle a souri, tenant un livre de poche. Toujours allergique aux fruits de mer ? J'ai cligné des yeux. Ouais. Pourquoi ? Bien. Parce que j'ai apporté des tacos au poulet. Elle s'est assise sur le quai sans demander. Nous avons mangé là, les pieds ballants au-dessus de l'eau, sans parler d'Ingrid, de trahison ou de douleur. Nous avons parlé de son nouveau travail de gérante d'un magasin de surf, du voisin qui n'arrêtait pas de lui voler sa place de parking et du chien qu'elle essayait d'entraîner à ne pas aboyer après les ventilateurs de plafond. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri. Pas le rire cassant et faux que j'utilisais pour survivre aux conversations de politesse, mais le genre qui vient de la poitrine et vous rappelle que vous êtes toujours en vie. Après avoir fini de manger,
Elle m'a regardé et a dit, je ne sais pas tout ce que tu as traversé, mais tu as l'air plus léger. Comme si tu avais enfin expiré. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement hoché la tête. Je crois que oui. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai éteint les lumières et je me suis assis près de la fenêtre. La brise marine entrait par la vitre fissurée. Je pouvais encore le sentir, cette douleur dans les côtes là où les mensonges vivaient. Mais ce n'était plus aigu. Juste un souvenir sourd. Et puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Romy. La prochaine fois, c'est toi qui choisis les tacos. Simple. Pas une déclaration, pas une promesse. Juste un début. J'ai souri, j'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher sans rejouer de vieilles disputes ni me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Je n'en avais pas besoin. Ce chapitre était terminé. Elle a murmuré, ne me touche pas ce soir. J'ai murmuré, au revoir. Et quelque part entre ces mots, je me suis retrouvé.